Je n'ai pas eu le temps, mon cher père, de vous écrire après notre terrible bataille de Waterloo. Le 16 de ce mois, Bonaparte attaqua notre gauche avant que les troupes ne pussent être mises en position. La journée fut certainement à son avantage. La cavalerie française donna sur un de nos carrés d'infanterie avec tant d'impétuosité qu'elle parvint à le rompre. Le même jour, Bonaparte attaqua Blücher et les Prussiens avec une partie de son armée. Bonaparte fit une manœuvre des plus extraordinaires et des plus brillantes. Il rassembla toute sa cavalerie en une seule masse, chargea sur le centre de l'armée prussienne, prit 18 canons et toutes les munitions. Les Prussiens furent mis en déroute et, d'après l'aveu même de Blücher, perdirent 15 000 hommes. Le jour suivant, le 17, en conséquence de la retraite des Prussiens, nous nous retirâmes vers Waterloo. Ce point était celui que l'ennemi avait le plus d'intérêt à emporter. Lord Wellington y mit les gardes avec ordre de le défendre coûte que coûte. Le 18, au matin, nous nous aperçûmes vers 11 heures que les Français rassemblaient ces colonnes sur notre front pour une attaque. Et à midi, à une minute près, le premier coup de canon fut tiré. Terrible signal, car nous eûmes bientôt jugé que l'attaque de l'ennemi était des plus sérieuses et il semblait que nous dussions être annihilés par son choc. L'ennemi commença à canonner notre front avec 250 pièces de canon. La boucherie fut terrible, leur cavalerie s'avançant de la manière la plus brillante en face de la gueule de nos canons. Elle eut l'audace de dépasser notre artillerie, de franchir les intervalles entre les carrés d'infanterie et de fondre sur notre cavalerie qui était derrière. On n'a jamais rien vu de pareil. Alors arriva une circonstance des plus étranges. Nos artilleurs, après avoir essuyé la charge de la cavalerie française qui les avait balayés, sortirent des carrés où ils s'étaient réfugiés et revinrent à leurs pièces. Les retournèrent et, chose incroyable, firent feu sur les Français pendant qu'ils étaient dans nos lignes. Notre artillerie montra là une merveilleuse constance. Malgré cette charge brillante, nos carrés d'infanterie étaient restés intacts. Les artilleurs étaient revenus à leurs pièces. La terrible canonnade recommença. Un second corps de la cavalerie française exécuta ensuite la même manœuvre, de la même manière. Enfin, nous vîmes l'infanterie française s'approcher en masse pour nous attaquer. Elle s'avançait malgré le feu le plus meurtrier de nos canons et emporta presque notre position. Il était à peu près 4 heures. L'ennemi avait fait de grands efforts, mais nous l'avions tenu en échec partout. Vers 6 heures, nous aperçûmes qu'il se formait en colonne d'infanterie et de cavalerie. Son artillerie se rapprocha de nous. Il ouvrit un feu, le plus terrible, je crois, qui ne se soit jamais entendu à la guerre. 250 pièces rangées, serrées, jetant des boulets et de la mitraille. Je n'exagère pas en disant que la quantité de cadavres d'hommes et de chevaux rendait difficile de parcourir le terrain à cheval. Soutenu par cette terrible artillerie, Bonaparte s'avança à la tête de la garde impériale, la cavalerie en colonne à gauche, les grenadiers de la garde à droite. Ils marchèrent dans le plus grand ordre jusque devant nos lignes. Là, ils firent halte et commencèrent à tirer. Nos troupes étaient littéralement fauchées. Le feu était tel qu'il était impossible de résister. Notre artillerie fut alors placée sur leurs flancs, ainsi que l'élite de nos troupes, commandée par Lord Hill. J'amenai 6 escadrons de cavalerie et nous fîmes une charge générale. Les cuirassiers français de la garde, fort éclaircis par notre artillerie, commencèrent à se disperser. Puis l'ennemi amena une vingtaine de canons et nous envoya une volée de mitraille dont je me souviendrai longtemps. L'infanterie nous fusilla en même temps et les cuirassiers français arrivèrent l'épée dans nos reins. J'étais sur mon vieux cheval bai. Un coup de mitraille lui passa au travers du corps et un Biscayen m'enleva en même temps mon chapeau. Je tombais sous mon cheval. Les cuirassiers français passèrent sur moi, mais sans me toucher. Un de leurs cuirassiers fut tué en ce moment. Je saisis son immense cheval et me hissai dessus non sans difficulté. Je m'éloignai rapidement et j'étais à peine délivré d'eux qu'un Biscayen frappa mon cheval sur la tête et le tua sur place. Un officier du 13e dragon démonta un de ses hommes et me donna son cheval. Celui-ci fut frappé d'une balle à la jambe une demi-heure plus tard. À ce moment, l'ennemi était battu. Bonaparte lui-même, à la tête de sa garde, était repoussé. Les Prussiens alors arrivèrent sur le flanc de l'armée française, ce qui l'obligea à hâter sa retraite. Notre cavalerie et notre artillerie avancèrent alors. L'ennemi fut poursuivi, cela devint une déroute. Il est inutile d'insister sur la conduite des troupes des deux armées. Lord Wellington dit que c'est une bataille de géants.
L'objet de l'admiration de toute l'armée a été la bravoure de la cavalerie française et l'opiniâtreté de notre infanterie. 3 fois la cavalerie perça nos lignes, mais nos hommes se firent tuer à leur poste. Aucun ne voulut se rendre. Il y eut un moment où toute l'infanterie des 2 armées était formée en carré. Jamais on n'avait vu un dévouement pareil à celui des cuirassiers français. Je ne pus m'empêcher de m'écrier au milieu de la mêlée « Morbleu ! Ces braves gens méritent de garder leur Bonaparte. Ils se battent si noblement pour lui. J'aurais mieux aimé mourir ce jour-là fantassin anglais ou cuirassier français que de mourir d'ici 10 ans dans mon lit. » Horace Churchill.